Bonjour Philippe Couve. Salut Romain. Ça va? Ouais, ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Philippe Couve, j'ai commencé à être journaliste il y a 22-23 ans maintenant. J'ai fait une grosse partie de ma carrière à la radio où j'ai un peu tout fait. Je fais de la présentation, du reportage, du grand reportage. J'ai dirigé ensuite dans une radio qui s'appelle RFI la rédaction internet pendant plusieurs années, entre 2000 et 2006, la rédaction internet de cette grande radio internationale. Ensuite j'ai fait des émissions, toujours sur RFI, qui mêlaient le web et la radio. Et là, depuis quelques années, je me suis orienté différemment. Depuis 2010, j'ai quitté RFI. J'ai fait un tour dans différents pure players, Rue 89, OVNI, Newsring. Et là, depuis un an maintenant, je suis indépendant. Je fais de la formation, du conseil pour des médias, pour les aider et les accompagner dans leur mutation numérique et en réseau, je dirais. Alors, tu as passé donc plus de 20 ans dans les médias. Qu'est-ce qui te passionne dans ces médias? Pourquoi y passer autant de temps? Qu'est-ce qui te permet de te lever tous les matins et de te dire j'ai envie de travailler encore pour eux? Parce qu'il y a encore quelque chose à faire, encore plein de choses à faire. J'en sais rien, je sais pas. Quand j'étais petit, quand j'avais 13 ans, j'avais un prof de français qui nous avait dit, sans beaucoup d'imagination, faites une rédaction et dites quel métier vous voulez faire quand vous serez grand. Et alors j'avais fait une rédaction en deux parties. Première partie, j'avais dit que je voulais être journaliste. Et alors journaliste pour moi à l'époque, c'était plutôt photo-reporter, le type qui part, qui témoigne en photo, en image et qui va aux quatre coins du monde. Et sinon, j'avais dit sinon, je voudrais bien être menuisier ébéniste. Donc une partie de mes rêves d'enfance, je les ai en partie accomplis. Il me reste maintenant à devenir menuisier ébéniste. Pour l'instant, j'essaye de faire ça dans le domaine numérique, mais peut-être un jour, on verra. Donc en tout cas, un métier d'artisan, un métier avec les mains. Ouais, il y a de ça, ouais. Non, mais j'aime bien raconter, j'aime bien Pour moi, la définition de ce métier, c'est un vers d'Aragon, même s'il raconte une autre histoire, mais moi j'ai envie de lui faire raconter celle-là. C'est est-ce ainsi que les hommes vivent? Et toute la question du reporter, du journaliste, c'est d'aller dans différents endroits, qu'ils soient loin ou qu'ils soient près, et d'essayer de comprendre est-ce ainsi que les hommes vivent, comment les gens font pour vivre. Alors justement, pour comprendre comment les hommes font pour vivre dans les médias, c'est la crise en ce moment, beaucoup de personnes le disent. C'est quoi ta vision des médias aujourd'hui? Pourquoi il y a cette crise-là? C'est quoi l'état d'esprit, à la fois dans les rédactions et à la fois dans les directions de ces médias-là? Il y a différentes choses qui se combinent et qui arrivent au même moment. Il y a une dégradation qui est très ancienne, notamment pour la presse écrite, de son audience et de son lectorat. Il y a une dégradation qui est un peu plus récente aussi pour la radio et pour la télévision, où on voit bien que l'audience moyenne de ce qui étaient les masses médias, et qu'ils sont encore radio généraliste, télévision généraliste, l'âge moyen de cette audience vieillit et a un peu de mal à renouveler ces audiences, à aller chercher les jeunes générations. Cette crise-là, elle est relativement ancienne. C'est venu s'accélérer, prendre une dimension supplémentaire avec l'arrivée d'Internet, puisque Internet a proposé une foison de sources d'informations multiples auxquelles on peut s'abreuver quand on est en quête d'informations, et on n'a plus besoin forcément d'en passer par les médias traditionnels. Et là-dessus est venue une seconde révolution qui est la révolution, je dirais, du réseau. Le fait qu'aujourd'hui, les coûts de mise en relation, la facilité de mise en relation permet de faire des choses de manière très facile avec des gens qu'on ne connaît pas forcément au départ, qui sont peut-être à l'autre bout du monde et qui permet des tas de projets. Et ça, je dirais, d'une certaine manière, la numérisation qui a permis des outils plus petits, plus simples d'utilisation et la mise en réseau ont provoqué cette explosion du paysage qu'on connaissait et de l'écosystème de l'information. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'Internet a plus été un révélateur de les deux existants que vraiment deux choses. Un, ça a accéléré une dégradation qui était déjà en cours depuis des décennies. D'accord. Et deux, c'est venu aussi apporter une révolution qui elle est vraiment disruptive, comme on dit parfois, qui modifie très fondamentalement la manière dont est organisé ce qu'on appelle souvent l'écosystème de l'information, c'est-à-dire l'information, la manière dont elle circule, qui peut être à l'origine de l'information, qui peut la diffuser, qui peut la relayer, qui peut la vérifier. Tout ça a fondamentalement changé au cours des 20 dernières années. Donc ça, c'est le contexte. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les solutions. Alors, parlons des médias dans un premier temps. Cet écosystème média, est-ce que selon toi, il faut innover par petites touches et c'est comme ça qu'on va trouver la solution, même si je ne pense pas qu'elle existe, mais en tout cas trouver des solutions multiples, ou est-ce que c'est une transformation majeure de tout cet écosystème qui fera qu'on s'en sortira? Ça dépend.
D'accord. Ça dépend si on est riche ou si on est pauvre. Si on est pauvre, il vaut mieux trouver les solutions tout de suite. Si on est riche, on peut se donner un peu plus de temps. Aux États-Unis, le New York Times est relativement riche, donc il peut se donner du temps pour évoluer. Il y a d'autres médias en France, et notamment beaucoup de médias sont sous-capitalisés et ils ne peuvent pas se donner beaucoup de temps parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc il va falloir innover très fortement et très rapidement. D'accord, mais c'est chacun des médias qui doit innover dans son coin et pas une transformation globale. Ah si, il y a une transformation bien sûr globale, mais après chaque solution doit être implémentée, installée, mise en place, mise en pratique dans chacun des médias. Et là, je ne pense pas qu'il y ait une recette unique pour tout le monde. C'est pas le one size fits all, la même taille pour tout le monde. Il faut trouver, et on est dans cette période de tâtonnement, encore de soupe primitive, où on cherche, on tâtonne, on se trompe, on recommence, etc. Et ça, c'est vraiment les conditions et la caractéristique du moment qu'on est en train de vivre. Alors parlons des rédactions maintenant, avec le métier de journaliste qui est en train de se transformer totalement. Toi, tu donnes du coup des formations à ces journalistes-là. Quand tu donnes ces formations, c'est quoi ton ressenti? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que ces journalistes prennent en compte qu'il faut se transformer? Ou est-ce qu'on parle beaucoup des journalistes qui stagnent et qui tout comptent faire, ont du mal à faire évoluer leur métier? Pourtant, alors est-ce que ça c'est vrai déjà? Et quelles sont les solutions toi que tu apportes à ça? L'an dernier, en 2012, j'ai fait 40 000 km à travers la France, et un petit peu à travers l'Europe, mais essentiellement à travers la France. J'ai vu un paquet de rédactions, j'ai vu 400 ou 500 journalistes que j'ai eu en formation tout au long de l'année. Et contrairement à ce qu'on dit, ils ne sont pas amorphes, ils ne sont pas atones, ils ne sont pas en refus de l'innovation. Aujourd'hui, ils ont pu l'être sans doute quelques années auparavant, mais aujourd'hui, majoritairement, les journalistes en France sont dans le comment. Comment on fait? Ils ont bien vu, et personne n'est aveugle, et c'est leur métier de ne pas être aveugle, qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable, que tout le monde consulte des informations sur son téléphone portable, sur son ordinateur, que les enfants passent plus de temps sur YouTube qu'ailleurs quand ils vont sur Internet, etc. Donc ça, ils en sont parfaitement conscients, ils le voient. Ils le voient aussi que l'information, elle circule par d'autres biais, qu'il y a des informations qui arrivent par Twitter, qu'il y a des informations qui arrivent sous forme de photos, qui circulent d'une manière ou d'une autre. Donc ça, ils l'ont vu. Maintenant, leur questionnement, c'est le comment. Comment on fait avec ça, comment on s'organise avec ça, comment on s'adapte avec ça. Donc on a vraiment franchi un cap. Alors certes, il reste sans doute quelques personnes qui sont absolument rétives, à plus ou moins juste titre, mais la majorité, pour moi, aujourd'hui, des journalistes dans les rédactions sont dans le comment on fait, comment on s'y prend, comment on adapte nos médias à ce contexte d'aujourd'hui. Alors cette question comment, on se la pose aussi pendant la média l'obsession. Donc en 48 heures, on se pose la question de comment on avance, c'est quoi, quelles sont les solutions. Tu as participé à celle, tu étais mentor sur celle de Nantes. Est-ce que tu peux nous raconter ton ressenti, comment ça s'est passé et s'il y a des choses dont tu te souviens aujourd'hui, comment tu as vécu cette expérience? Je trouvais ça très intéressant. Je trouvais ça intéressant parce que c'est l'un des enjeux du moment de mêler des métiers différents, des métiers qui n'ont pas l'habitude de cohabiter ensemble. Dans les rédactions, il y a essentiellement des journalistes et les journalistes parlent aux journalistes. Et si les journalistes ne parlent qu'à des journalistes, ils vont avoir des problèmes pour innover. Aujourd'hui, pour innover, l'une des conditions, c'est de se mêler à des gens qui ont d'autres savoir-faire, d'autres compétences, d'autres backgrounds, on va dire, professionnels, voire culturels. Le fait là de mêler des gens du design, des gens du développement informatique à des journalistes permet d'avoir différents regards sur un projet, qui est un projet éditorial, qui est aussi un projet économique, et d'essayer de trouver des solutions que les uns ou les autres, tout seuls, chacun de leur côté, n'auraient pas parce qu'ils n'ont pas cette vision périphérique du sujet. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. L'autre chose particulièrement intéressante, c'est le fait d'être pendant 24 heures, pendant 48 heures, même le temps d'un week-end, comme ça, bloqué à travailler sur un projet avec des gens, les mentors qui viennent poser des questions, pousser, essayer d'inciter les participants à aller un peu plus loin à chaque fois, de creuser un peu plus leur sujet, de se défaire d'idées toutes faites et d'aller plus loin, de creuser les choses. Ça, on a vu que ça permettait à des projets d'avancer à vitesse grand V et de partir d'un point et d'arriver beaucoup plus loin et à des endroits parfois dont les participants n'avaient pas idée et se sont retrouvés à la fin du week-end avec des projets qui avaient une toute autre allure que ceux qu'ils avaient pu imaginer et qui étaient bien construits et défendables devant des investisseurs, devant des partenaires, devant d'autres personnes. Bon, seconde session, prochaine étape, Paris.
c'est quoi tes attentes? Quelles sont tes attentes envers les participants et est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Alors mes attentes à moi, c'est d'être surpris, c'est de découvrir des idées, des projets auxquels je ne m'attends pas. Et si j'avais un seul conseil pour les participants, c'est l'ouverture. C'est d'être ouvert, de ne pas partir sur des idées fermées, il faut avoir des convictions. Il faut avoir des convictions sur la qualité de l'information qu'on veut faire, il faut avoir des convictions éventuellement sur le design, sur des choses dont on veut qu'elles soient belles ou qu'elles soient d'une manière ou d'une autre. En revanche, il ne faut pas avoir des convictions forcément très arrêté sur ça, je veux le faire comme ça avec lui sous cette forme-là, etc. Il faut laisser de l'ouverture, il faut écouter les autres, il faut écouter les autres d'un autre métier. C'est parfois difficile parce qu'ils n'ont pas le même langage que nous, ils n'ont pas forcément les mêmes références que nous, mais il faut les écouter et c'est de là que les projets se développent, s'épanouissent et c'est là que ça devient véritablement intéressant. Merci beaucoup Philippe. Mais je t'en prie.